Pour ces 6 personnes, c'était une obsession qui consumait leur jugement et obscurcissait leur sens du danger. Mais dans leur quête de mention, j'aime, de partage et de followers, quelque chose a terriblement mal tourné. Voici les histoires de personnes qui sont mortes à la poursuite de la validation numérique, juste devant les caméras qui étaient censées les rendre célèbres. C'était le 15 juillet 2014, et le soleil du matin projetait des ombres dramatiques sur les falaises de granit du parc national de Yosemite en Californie. La majestueuse vallée s'étendait à 1000 mètres en contrebas de Taft Point, où les touristes se rassemblaient derrière des barrières de sécurité pour capturer les vues à couper le souffle. L'air frais de la montagne portait l'odeur des pins et le son lointain des cascades résonnant sur les parois du canyon. Bradley Connor ajustait les réglages de l'appareil photo de son téléphone, tout en contemplant le paysage spectaculaire qui était devenu son obsession. À l'âge de 23 ans, l'influenceur des réseaux sociaux avait construit une audience de plus de 100 000 utilisateurs d'Instagram en publiant des photos de plus en plus dangereuses prises depuis des bords de falaises et des sommets de montagnes à travers l'Ouest américain. Son corps compact de 5 pieds 8 pouces démentait l'attitude intrépide qui l'avait rendu célèbre pour ses selfies défiant la mort. Le voyage à Yosemite représentait le point culminant de la série Extreme Summer de Bradley, conçue pour augmenter son nombre de followers et attirer des partenariats potentiels. Sa copine, Sarah, avait accepté à contre-cœur de documenter l'aventure, bien qu'elle soit de plus en plus préoccupée par son comportement de prise de risque croissant. Ses amis l'avaient averti à plusieurs reprises de ne pas aller trop loin, mais Bradley a rejeté leurs préoccupations comme étant de la jalousie face à son succès croissant en ligne. Bradley avait planifié cette prise de vue spécifique depuis des semaines, en étudiant des images satellites et des rapports de reconnaissance d'autres influenceurs qui avaient tenté des photos similaires. Les gardes forestiers avaient récemment multiplié les avertissements concernant les endroits dangereux pour les selfies à la suite d'une série d'incidents, mais Bradley considérait les restrictions comme des défis à relever plutôt que comme des mesures de sécurité à respecter. En s'approchant des barrières de sécurité à Taft Point, Bradley pouvait sentir l'adrénaline monter dans sa poitrine. La chute spectaculaire offrait le décor parfait pour ce qu'il envisageait comme son poste le plus viral à ce jour. Sarah le supplia de rester derrière les barrières, mais Bradley avait déjà décidé de prendre la photo dans sa tête. Bradley escalada la barrière de sécurité en métal et se plaça sur le rebord étroit de granit, ses pieds trouvant prise sur la surface rocheuse usée par le temps. Il régla le minuteur de son téléphone sur 10 secondes et le plaça sur une petite avancée, cadrant la photo pour capturer à la fois sa silhouette et la vaste vallée en contrebas. Le vent s'est légèrement levé, portant le parfum des pins et le rugissement lointain des chutes de Yosemite. Alors que le minuteur décomptait, Bradley prit sa pose signature avec les bras tendus, son dos face à la falaise de 3000 pieds. Le granit meuble sous ses pieds a légèrement bougé, mais il a maintenu son équilibre grâce à des années d'expérience avec des positions précaires. Puis, dans la dernière seconde, avant que l'appareil photo ne déclenche, un désastre s'est produit sans prévenir. Le pied droit de Bradley a glissé sur un morceau de roche détaché, le faisant trébucher en arrière vers le bord. Ses bras ont mouliné frénétiquement alors qu'il luttait pour retrouver son équilibre, mais l'élan et la gravité avaient déjà pris le contrôle. Les cris de Sarah résonnaient à travers le canyon, alors que Bradley disparaissait par-dessus la falaise, son corps dévalant dans l'air du matin vers le fond de la vallée très en contrebas. Le téléphone continuait d'enregistrer, capturant les horribles derniers instants avant de les télécharger automatiquement sur ses comptes de réseaux sociaux. D'autres touristes se sont précipités au bord et ont appelé les services d'urgence, mais l'endroit isolé et la falaise abrupte ont rendu le sauvetage immédiat impossible. Il a fallu près de 18 heures aux équipes de recherche et de sauvetage pour récupérer le corps de Bradley dans le terrain rocheux en contrebas. La vidéo selfie tragique est devenue virale à titre posthume, déclenchant des débats nationaux sur l'influence des réseaux sociaux sur les comportements à risque. Le parc national de Yosemite a installé des barrières supplémentaires et des panneaux d'avertissement aux endroits populaires pour les selfies, tandis que la famille de Bradley a créé une fondation promouvant la photographie d'aventure responsable. C'était le 8 mars 2016, et les lumières néons de Murphy's Tavern projetaient des reflets colorés sur le parking mouillé dans le Texas rural. La foule du vendredi soir s'était réduite à une poignée d'habitués sirotant leur dernier verre, alors que l'heure de fermeture approchait. L'odeur de bière rance et de fumée de cigarettes flottait dans l'air humide, se mêlant au son lointain de la musique country venant du jukebox à l'intérieur. Jake Morrison essuya ses mains sur sa chemise de travail, tachée d'huile alors qu'il titubait vers son pick-up surélevé, ses mouvements incertains après 5 heures de boisson. À 28 ans, le mécanicien expérimenté s'était fait une réputation dans la ville pour son expertise automobile et sa capacité à diagnostiquer n'importe quel problème. Ses mains usées racontaient l'histoire de 15 années passées sous les capots de nombreux véhicules, des voitures musclées classiques au diesel moderne.
La soirée avait commencé comme une célébration de la promotion de Jake au poste de chef d'atelier chez Davidson Auto Repair. Mais elle avait dégénéré en une série de déclarations de plus en plus vantardes sur ses compétences mécaniques. Lorsque son Ford F-250 de 2008 a refusé de démarrer dans le parking, ses copains de beuverie y ont vu une occasion de tester ses compétences. Malgré plusieurs offres d'appeler une dépanneuse, la fierté de Jake l'a empêché d'accepter de l'aide. Jake avait récemment éprouvé un stress financier, son ex-femme exigeant une augmentation des paiements de pension alimentaire pour enfants et son camion nécessitant des réparations coûteuses. La promotion représentait un nouveau départ, mais la pression de faire ses preuves s'accumulait depuis des mois. Ses amis s'étaient habitués à son vantardise, mais ce soir c'était différent, car l'alcool amplifiait son besoin de démontrer son expertise. Les symptômes du camion suggéraient un système d'échappement bouché, un diagnostic que Jake avait fait d'innombrables fois dans sa carrière professionnelle. Cependant, son taux d'alcoolémie de 0,18 avait gravement altéré son jugement et sa coordination. La combinaison de fierté, d'alcool et de surconfiance mécanique créait un mélange mortel, alors que Jake se préparait à ramper sous le véhicule en marche. Jake s'est positionné sous le châssis du camion, tandis que le moteur diesel tournait au-dessus de lui. Le moteur de 6,4 litres produisait des fumées d'échappement importantes qui commençaient à s'accumuler dans l'espace confiné sous le véhicule. Ses amis regardaient nerveusement alors que Jake disparaissait sous le camion, leurs inquiétudes grandissant au fil des minutes sans communication. Le monoxyde de carbone provenant du système d'échappement s'est mélangé à l'état d'ébriété de Jake, créant une situation qui se détériore rapidement. Sa perception de l'espace, déjà altérée par la boisson, est devenue encore plus confuse alors que le gaz incolore et inodore a déplacé l'oxygène dans son sang. Les mouvements de Jake sont devenus lents et incoordonnés alors qu'il perdait connaissance sous le camion en marche. Ses amis se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont entendu le moteur accélérer, mais ne pouvaient pas voir Jake bouger en dessous. Ils ont appelé son nom à plusieurs reprises avant d'éteindre enfin le moteur et de tirer son corps inconscient dessous le véhicule. La peau de Jake avait pris une couleur rouge cerise, caractéristique d'une intoxication au monoxyde de carbone, et sa respiration était devenue superficielle et irrégulière. Les secours sont arrivés en 12 minutes et ont immédiatement commencé des efforts de réanimation intenses. Malgré des mesures avancées de soutien de vie et un transport rapide vers le centre de traumatologie régionale, le cerveau de Jake avait été privé d'oxygène pendant trop longtemps. Il a été déclaré mort à 2h47 du matin d'une intoxication au monoxyde de carbone et d'une intoxication alcoolique aiguë. L'incident est devenu un avertissement sur la combinaison mortelle de l'alcool et des réparations automobiles. Les bars locaux ont mis en place des politiques plus strictes concernant la consommation excessive d'alcool, tandis que les cours de sécurité automobile ont commencé à inclure des avertissements spécifiques sur les dangers du monoxyde de carbone lors des réparations. C'était le 26 janvier 2018, et le vent d'hiver secouait les fenêtres de la chambre exiguë du dortoir à l'Université d'État de l'Ohio. Les lumières fluorescentes projetaient des ombres dures à travers l'espace encombré où 4 colocataires s'étaient rassemblés autour d'un ordinateur portable, défilant à travers des vidéos de défis viraux sur YouTube. Des canettes vides de boissons énergisantes et des boîtes à pizza jonchaient les bureaux, témoignant d'une autre session d'études tardives qui s'était transformée en divertissement sur les réseaux sociaux. Tyler Rodriguez ajusta sa casquette de baseball en regardant ses colocataires débattre de leur prochaine tentative de vidéo virale. À 19 ans, l'étudiant de première année avait du mal à trouver sa place parmi les étudiants plus populaires de son dortoir, se sentant souvent comme un étranger qui observe. Sa personnalité extravertie masquait des insécurités profondes concernant son intégration, le conduisant à des tentatives de plus en plus désespérées pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux et obtenir l'approbation de ses pairs. Le défi des dosettes de lessive circulait sur les réseaux sociaux depuis des semaines, avec des adolescents et de jeunes adultes se filmant en train de mordre dans des dosettes de détergent à lessive pour des vues et des likes. Les colocataires de Tyler se défiaient pour tenter divers défis sur Internet, chacun essayant de surpasser les autres avec des cascades de plus en plus dangereuses. Malgré la conscience des risques, Tyler ressentait la pression de prouver qu'il n'avait pas peur du défi viral. Les parents de Tyler avaient récemment appelé pour le mettre en garde contre les tendances dangereuses sur Internet après avoir vu des reportages sur des hospitalisations. Sa mère avait spécifiquement mentionné le défi des dosettes de détergent, le suppliant d'utiliser son bon sens et de ne pas céder à la pression des pairs. Cependant, le désir de finalement gagner le respect de ses colocataires l'emportait sur les inquiétudes de ses parents et son propre bon sens. La capsule de détergent aux couleurs vives reposait innocemment sur l'étagère au-dessus des machines à laver dans le sous-sol du dortoir. Tyler avait fait des recherches en ligne sur le défi, se convainquant qu'il pouvait mordre la capsule et recracher le contenu avant que de réels dégâts ne surviennent. Ses colocataires ont installé leur téléphone pour filmer sous plusieurs angles, prévoyant de monter les images en une vidéo virale pour leur chaîne YouTube. Tyler tenait la capsule Tide entre ses doigts, son extérieur coloré, conçu pour être attrayant malgré la présence de produits chimiques concentrés.
Ses colocataires ont compté à rebours, à partir de 3, tandis que Tyler levait la capsule à sa bouche, leur caméra enregistrant chaque moment. Le plan était simple, mordre, cracher et devenir célèbre sur Internet. Au moment où les dents de Tyler ont percé la membrane externe de la capsule, tout a tourné au catastrophique. Les produits chimiques concentrés du détergent ont immédiatement commencé à brûler sa bouche et sa gorge, les substances caustiques provoquant des lésions tissulaires sévères au contact. Au lieu de pouvoir recracher le contenu, Tyler s'est retrouvé à s'étouffer, alors que les produits chimiques provoquaient des spasmes musculaires violents dans sa gorge. Les yeux de Tyler se sont écarquillés de terreur lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas expulser les substances toxiques. La sensation de brûlure s'est répandue dans sa bouche et le long de son œsophage, alors qu'il commençait à convulser de façon incontrôlable. Ses colocataires ont lâché leur téléphone et se sont précipités pour l'aider, mais Tyler avait déjà perdu connaissance alors que les produits chimiques entraient dans son sang et commençaient à attaquer ses organes internes. Les secours sont arrivés en 8 minutes, mais les dégâts étaient déjà considérables. Les produits chimiques concentrés avaient causé de graves brûlures au système respiratoire de Tyler et déclenché une défaillance multiviscérale. Malgré un traitement agressif au centre médical de l'université, Tyler Rodriguez a été déclaré mort à 3h23 du matin à cause d'un empoisonnement chimique et d'une insuffisance respiratoire. L'incident a déclenché une indignation nationale et des appels à interdire les vidéos de défis dangereux sur les réseaux sociaux. Les parents de Tyler sont devenus des défenseurs de l'éducation à la sécurité sur Internet, tandis que YouTube a mis en place des politiques plus strictes contre le contenu promouvant des activités nuisibles. C'était le 3 septembre 2017 et le soleil de fin d'après-midi brillait impitoyablement sur le jardin de banlieue à Phoenix, Arizona. Des ballons colorés et des guirlandes décoraient le patio où 30 membres de la famille et amis s'étaient rassemblés pour la fête de révélation de genre de David et Lisa Chen. L'odeur de barbecue se mêlait à l'air du désert, alors que les invités se mêlaient autour de tables garnies de décorations roses et bleues, leur excitation grandissant pour la grande révélation. David Chen ajustait ses lunettes de sécurité alors qu'il effectuait les dernières préparations pour le dispositif explosif artisanal qu'il avait construit dans son garage. À 31 ans, le futur père avait passé des semaines à rechercher des idées créatives pour révéler le sexe en ligne, déterminé à créer un moment mémorable pour leur premier enfant. Son expérience dans la construction lui avait donné confiance en ses capacités de bricolage, bien qu'il n'ait aucune expérience avec les effets pyrotechniques ou les matériaux explosifs. La célébration élaborée représentait des mois de planification et de préparation, alors que David et Lisa se préparaient à accueillir leur fille. David avait insisté pour construire lui-même le dispositif de révélation, malgré les suggestions de Lisa d'engager des professionnels. Le couple avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour la fête, et David voulait économiser des coûts tout en créant quelque chose de personnel et unique pour leur famille grandissante. Les recherches de David l'ont conduit à divers tutoriels en ligne et forums discutant d'engins explosifs faits de maison pour des révélations de genre. Il avait acheté de la poudre de qualité commerciale et des conteneurs en métal, suivant les instructions trouvées sur YouTube et Pinterest. Ses voisins s'étaient habitués au bruit de construction provenant de son garage, sans se douter du projet dangereux qui prenait forme à l'intérieur. Le dispositif consistait en un tuyau métallique, rempli de poudre rose, et un système de fusible fait maison, conçu pour créer une explosion dramatique de couleurs. David avait testé des versions plus petites dans son jardin, mais le dispositif final était nettement plus grand pour assurer la visibilité de tous les invités de la fête. Sa femme avait exprimé des inquiétudes quant à la sécurité, mais David l'a rassuré en lui assurant que son expérience en construction le rendait qualifié pour gérer le projet. Alors que le soleil commençait à se coucher, David a placé l'appareil au centre du jardin, tandis que les invités se rassemblaient en demi-cercle autour de la zone désignée. Les enfants étaient assis sur des couvertures devant pendant que les adultes se tenaient derrière eux, chacun tenant son téléphone pour immortaliser le moment. La femme enceinte de David se tenait à proximité, ses mains posées sur son ventre rond, regardant son mari se préparer pour la révélation. David alluma la mèche avec un briquet à barbecue, puis recula à une distance qu'il croyait sûre. La mèche brûlait plus lentement que prévu, créant de la tension alors que les invités comptèrent les secondes. Lorsque l'appareil a finalement explosé, la force était bien plus grande que ce que David avait calculé, projetant des fragments de métal et des débris dans toutes les directions à travers le jardin. Un gros morceau d'éclat a frappé David directement à la poitrine, pénétrant sa cage thoracique et causant une hémorragie interne massive. La force de l'explosion l'a projeté en arrière sur le patio en béton, tandis qu'une poudre rose se déposait sur les invités de la fête horrifiés. Les enfants ont crié alors que les adultes se précipitaient pour aider, mais les blessures de David étaient immédiatement visibles alors que le sang s'accumulait sous son corps. Une infirmière diplômée parmi les invités a immédiatement commencé les premiers secours, en appliquant une pression sur la blessure, tandis que quelqu'un appelait les services d'urgence. David était resté conscient pendant plusieurs minutes, demandant des nouvelles de sa femme et de sa fille à naître avant de perdre connaissance à cause de la perte de sang.
Malgré les efforts de l'infirmière et la réponse rapide des ambulanciers, David a succombé à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital. L'accident tragique a dévasté Lisa et traumatisé tous les invités de la fête, y compris plusieurs enfants qui ont été témoins de l'explosion. L'incident a conduit à des avertissements sur les feux d'artifice artisanaux et les dangers des dispositifs explosifs faits maison, tandis que les organisateurs de fêtes professionnelles ont commencé à proposer des alternatives plus sûres pour les révélations de genre. C'était le 12 mai 2013, et l'air humide de Miami portait les sons des festivités des vacances de printemps à travers les hôtels bondés en bord de mer. Le balcon du 15e étage de l'Ocean View Resort offrait une vue spectaculaire sur l'océan Atlantique, où des dizaines d'étudiants universitaires fêtaient leur récente remise de diplôme avec des défis sur les réseaux sociaux de plus en plus audacieux. L'odeur de la crème solaire et de l'air salé se mêlait au son lointain de la musique des fêtes de plage en contrebas. Alex Thompson ajusta l'angle de la caméra de son téléphone en examinant le garde-corps étroit du balcon qui était devenu sa cible pour la photo ultime de planche. À 22 ans, le jeune diplômé avait passé la semaine à participer à diverses tendances virales avec ses frères de fraternité, chaque défi devenant plus extrême alors qu'ils rivalisaient pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Son corps athlétique de 6 pieds et sa nature compétitive l'avaient rendu le casse-cou non officiel du groupe. La tendance du planking avait explosé sur les réseaux sociaux, les participants se photographiant allongés face contre terre dans des endroits de plus en plus inhabituels et dangereux. Alex avait réussi à faire des planches sur diverses surfaces pendant toute la semaine, des tables de restaurant au poste de secours, mais il voulait terminer le voyage par quelque chose de vraiment spectaculaire qui générerait un maximum de likes et de partages. Les amis d'Alex avaient le but constamment tout au long de la journée, leur jugement altéré alors qu'ils s'encourageaient mutuellement à tenter des cascades plus dangereuses. Le groupe avait déjà publié des dizaines de photos et de vidéos de leur voyage à Miami. Mais Alex ressentait la pression de créer un contenu qui se démarquerait parmi les milliers de publications similaires, inondant leur fil de réseaux sociaux. La rambarde du balcon de l'hôtel mesurait seulement 4 pouces de large et se trouvait à 180 pieds au-dessus de la terrasse en béton de la piscine en contrebas. Alex avait remarqué que d'autres invités prenaient des photos depuis le balcon tout au long de la semaine, mais aucun n'avait rien tenté d'aussi dangereux que de faire le plank sur la barrière métallique étroite. Ses amis se rassemblèrent autour de lui, leur téléphone prêt, excités de capturer ce qu'ils croyaient être la fin parfaite de leur aventure de vacances de printemps. Alex a escaladé la barrière de sécurité du balcon et s'est positionné soigneusement, face contre terre, sur le garde-corps étroit. Ses bras s'étendaient vers l'avant dans la pose classique de la planche. Le métal était chaud à cause du soleil de l'après-midi, tandis qu'il équilibriait son poids, essayant de maintenir la position rigide requise pour la photo. Ses amis ont compté à rebours depuis 3, alors qu'ils se préparaient à capturer le moment. Un souffle soudain de vent océanique a surpris Alex, alors qu'il tenait la position de planche. La brise de 15 unités à peine perceptible au niveau du sol a créé une force significative au niveau du 15e étage. La prise d'Alex sur la rampe en métal lisse commença à glisser alors que le vent poussait contre son corps tendu, créant un effet de voile qui l'éloignait du bâtiment. Les amis d'Alex regardaient avec horreur alors qu'il luttait pour maintenir son équilibre sur la rampe étroite. Ses doigts cherchaient désespérément de l'adhérence sur la surface métallique lisse, mais la combinaison du vent, de la gravité et de sa position précaire rendait la récupération impossible. En quelques secondes, Alex a complètement perdu prise et est tombé en arrière dans le vide, son corps tournoyant dans le ciel de l'après-midi vers le béton en dessous. L'impact a été instantané et fatal lorsqu'Alex a frappé le bord de la piscine avec une force énorme. Les clients de l'hôtel ont crié en assistant à l'accident, tandis que ses amis sur le balcon appelaient désespérément les services d'urgence. Malgré l'intervention immédiate de la sécurité de l'hôtel et des ambulanciers, Alex Thompson a été déclaré mort sur le coup, en raison d'un traumatisme massif. L'hôtel a mis en place des mesures de sécurité plus strictes sur les balcons et a augmenté les patrouilles de sécurité suite à l'incident. La mort d'Alex est devenue un exemple largement cité des dangers des défis extrêmes sur les réseaux sociaux, conduisant au déclin rapide de la tendance du planking. C'était le 18 août 2014, et le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'allée de banlieue à Lancaster, en Pennsylvanie. Le défi du seau d'eau glacé pour la SLA avait atteint son paroxysme sur les réseaux sociaux, avec des célébrités et des citoyens ordinaires qui se versaient des seaux d'eau glacés sur la tête pour sensibiliser à la maladie. Le bruit des tondeuses à gazon et des enfants jouant résonnait dans le quartier tranquille, alors que les familles profitaient des dernières semaines de l'été. Marcus Williams essuya la sueur de son front, alors qu'il contemplait l'installation élaborée qu'il avait construite pour sa vidéo du défi du seau d'eau glacé. À 27 ans, l'ouvrier du bâtiment avait été nommé par plusieurs collègues et se sentait obligé de participer au phénomène viral qui avait captivé l'attention du pays.
Son corps musclé, de 1,88 m, reflétait des années de travail physique, tandis que ses mains calleuses montraient l'usure de nombreux projets de construction à travers le centre de la Pennsylvanie. Le défi avait évolué des simples seaux d'eau renversés à des productions de plus en plus élaborées, alors que les participants essayaient de surpasser la créativité des autres. Marcus avait passé son week-end à construire un système de poulies, avec une échelle en aluminium de 12 pieds et un grand seau en métal capable de contenir 5 gallons d'eau glacée. Son expérience en construction lui avait donné confiance dans les systèmes de gréement, bien qu'il ait négligé les lignes électriques aériennes à seulement 8 pieds au-dessus de son allée. La femme de Marcus, Jennifer, avait proposé d'aider à l'installation, mais il avait insisté pour gérer le projet lui-même par fierté. Le couple avait des difficultés financières depuis que les heures de Marcus avaient été réduites à l'entreprise de construction, et il voyait la vidéo virale comme un potentiel coup de pouce à sa petite entreprise de réparation à domicile. Son plan consistait à monter à l'échelle tout en tenant le seau lourd, créant un effet de cascade spectaculaire qui impressionnerait ses abonnés et ses potentiels clients. Alors que Marcus se préparait pour sa vidéo, il a placé son téléphone sur un trépied pour capturer tout le spectacle. Sa femme regardait nerveusement par la fenêtre de la cuisine, ayant exprimé des inquiétudes concernant la proximité des lignes électriques pendant tout le week-end. Les câbles électriques aériens transportaient 7200 volts et étaient positionnés exactement à 6 pieds au-dessus de la portée maximale de l'échelle. Marcus a grimpé sur l'échelle en aluminium en tenant le seau en métal rempli d'eau glacée. La combinaison d'une échelle métallique, d'un seau métallique et de la conductivité électrique a créé une tempête parfaite de conditions dangereuses. Lorsqu'il a atteint le sommet de l'échelle, Marcus a levé le seau au-dessus de sa tête pour créer un impact maximal pour la vidéo. Au moment où le seau en métal est entré en contact avec la ligne électrique aérienne, 7200 volts d'électricité ont traversé le récipient métallique et descendu l'échelle en aluminium. Le corps de Marcus est devenu partie du circuit électrique lorsque le courant l'a traversé jusqu'au sol, provoquant un arrêt cardiaque immédiat et de graves brûlures électriques. La décharge électrique massive l'a projeté en arrière de l'échelle, son corps convulsant alors qu'il heurtait l'allée en béton. Jennifer a vu l'accident par la fenêtre de la cuisine et a immédiatement appelé les urgences tout en courant au secours de son mari. Le corps de Marcus présentait de graves brûlures électriques là où le courant était entré et sorti, tandis que son cœur avait cessé de battre à cause du choc électrique. De la fumée s'échappait de ses vêtements et de l'échelle en métal, qui avait été soudée au seau par l'arc électrique. Les ambulanciers sont arrivés en 7 minutes et ont immédiatement commencé des soins avancés de réanimation cardiaque. Mais les dommages électriques au cœur et au système nerveux de Marcus étaient trop graves. Malgré 30 minutes d'efforts de réanimation intensif, Marcus Williams a été déclaré mort à 16h23 à cause d'une électrocution et d'un arrêt cardiaque provoqué par un contact électrique haute tension. La compagnie d'électricité a fait l'objet d'un examen minutieux pour des avertissements de dégagement insuffisants autour des lignes électriques résidentielles, tandis que l'association ALS a ajouté des directives de sécurité à leur document du défi du saut de glace. La mort tragique de Marcus est devenue une histoire édifiante sur les dangers électriques quotidiens dans les zones résidentielles. Merci de regarder. Juste au moment où vous pensez avoir vu à quel point la quête de l'attention en ligne peut devenir dangereuse, nous ne faisons que commencer. Cliquez sur la prochaine vidéo qui vous laissera vous demander si la quantité de mentions, j'aime et de partage vaut vraiment la peine de tout risquer.